Au sommaire de ce nouveau numéro de Toute une histoire, 2 témoignages qui ont ému toute la rédaction. Ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. En rentrant à pied, j'étais fauché par une voiture. L'auteur a pris la fuite et n'a jamais été retrouvé. Elle avait juste, quoi, 100 mètres à traverser, un fou. Il est passé à vive allure, l'a percuté. Il lui a laissé aucune chance. 2 vies brisées et 2 familles qui ne seront plus jamais les mêmes. Et votre couple, comment va-t-il? Ça a tout changé. Il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas. C'est pas évident tous les jours. C'était une jeune fille qui était dynamique, souriante, qui aimait la vie. Tout lui réussissait. On était très complices. Quel souvenir vous gardez? Son sourire, son rire, ses joues rouges, plein de choses. Bonjour à tous, vous voyez le chiffre derrière moi. Le nombre de délits de fuite est en forte augmentation. En 2014, il a fait un bond de 23%. Charlotte n'avait que 18 ans lorsqu'elle a perdu la vie en 2012, 3 jours avant Noël. Le chauffard qui l'avait renversé, lui, a pris la fuite. Anne et Stéphane, bonjour. Vous êtes les parents de Charlotte. C'est votre témoignage qui nous a donné envie de monter une émission autour du délit de fuite. À vos côtés, Frédéric et Stéphane. Leur vie a aussi basculé après un accident. Et à la rédaction, on a eu envie de vous faire vous rencontrer. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce qui vous relie à l'histoire de Charlotte? Le délit de fuite. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors moi, j'étais sorti avec ma sœur et des amis un samedi soir. Et en rentrant à pied chez moi, parce que j'étais en discothèque, j'avais un peu d'alcool, donc je suis rentré à pied. J'étais fauché par une voiture et l'auteur a pris la fuite et n'a jamais été retrouvé. Charlotte était votre fille aînée. Quel genre de jeune fille était-elle? C'était une jeune fille qui était dynamique, souriante, qui aimait la vie. Tout lui réussissait. Elle nous a jamais posé aucun souci. Elle était adorable. On la voilà à l'image. Ce 22 décembre 2012, elle avait quel âge, Charlotte? Elle avait 18 ans. Quel était le programme de sa soirée? Elle venait de terminer ses partiels. Elle était étudiante en pharmacie. Elle passait sa PACES. Et donc, c'était pour fêter la fin des premières épreuves et les fêtes, avec ses amis, fêter la fin des partiels. Vous aviez eu des nouvelles? Oui, puisque je devais la récupérer le jour de son décès, le matin, 1 heure après. Et elle nous disait elle nous disait à demain. Elle se préparait à venir passer les fêtes avec nous. On l'attendait avec impatience. Comment avez-vous été prévenue de l'accident? Alors, on a été prévenus, donc l'accident est arrivé le samedi vers 5 h du matin, le 22 décembre, et à 7 h 30, la sonnette, 2 gendarmes ont sonné et nous ont dit qu'il était arrivé. Vous avez compris tout de suite en voyant les gendarmes? J'ai compris tout de suite, oui. Il y a eu un grand moment de vide, des cris, tout le monde criait. Et les gendarmes nous accompagnaient. Ils ont été. Ils attendaient qu'on se pose pour essayer de nous expliquer. Vous avez 2 autres enfants? On a 2 autres enfants, oui. Beaucoup plus jeunes? Oui. On a une jeune demoiselle qui s'appelle Alice qui a 13 ans et Louis qui en a 15. Tout le monde a entendu vos cris, j'imagine? Disons que moi j'étais réveillée puisque je me préparais à aller la chercher à la gare. Donc ils ont entendu. Ils m'ont entendu, ils ont entendu les gendarmes et donc tout le monde est arrivé. Voilà.
Donc les gendarmes vous ont accompagné, vous avez rejoint Montpellier. Et ils nous ont demandé de nous mettre en relation avec le commissariat de Montpellier, ils nous ont donné un numéro. C'est là qu'on a su vraiment qu'ils étaient à la recherche de ce chauffard, qu'il y avait des témoins, et il nous a appris le délit de fuite. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Disons que notre fille arrivait, donc comme je vous disais, elle avait fait la fête avec les amis, ce qui est tout à fait normal, mais elle avait pris, elle, le soin de prendre un taxi. Et donc elle avait juste quoi, 100 mètres à traverser pour arriver à sa chambre universitaire. Et un fou est passé à vive allure, l'a percuté. Elle a été projetée, je ne peux pas vous dire, enfin, il lui a laissé aucune chance. Alors qu'elle avait pris soin, elle, d'appeler un taxi avant. Il y a 2 individus qui se sont rencontrés ce jour-là. Il y avait un ange et le démon. Ça ajoute évidemment à la douleur d'avoir perdu son enfant, de savoir qu'on l'a perdu dans ces conditions-là. Oui, parce qu'on l'avait préparée en tant que parent, parce qu'en plus elle était très jeune, elle avait 1 an d'avance, elle arrivait sur Montpellier et elle avait 16 ans. C'est la première fois qu'elle quittait la maison, donc c'était encore notre petit bébé, entre guillemets, donc on l'avait préparée, on lui avait dit fais attention, ne sors jamais seule, enfin, on l'avait préparée à plein d'éventualités. Et ce jour-là... Est-ce que les policiers ont retrouvé le chauffeur du véhicule? Alors, ils ont fait un travail remarquable. Ils ont pris l'affaire de suite. Il y a eu des témoins. Enfin, il y avait des témoins, donc ils ont, grâce aux médias. Enfin, ça a été. Excusez-moi. L'affaire a été prise de suite, et donc on a eu cette chance entre guillemets qu'il l'ait retrouvé. Qu'est-ce que vous avez appris? Dans quelles conditions le conducteur avait-il pris le volant? Alors cet individu arrivait d'une soirée bien arrosée. Il avait 0,5 g par litre d'alcool dans le sang 10 heures après les faits. 10 heures après les faits. Ce qui, avec un calcul qui est commun maintenant dans les services de police, laissait présager plus de 2,5 g d'alcool dans le sang au moment des faits. Donc ça, c'est les premières analyses qui ont été faites 10 heures après les faits. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait la drogue, cocaïne, shit, il n'avait pas de permis. C'est un récidiviste. Comment avait-il pu prendre le volant dans cet état-là? Il était seul dans la voiture? Non, il avait un compagnon de beuverie, comme je dirais, parce que c'était leur habitude aussi. Et lui, cet homme-là, pour défendre sa peau, parce qu'il savait très bien dans quel état était son compagnon, son ami, a préféré prendre les clés de la voiture du meurtrier de notre fille, alors qu'il n'avait pas de permis lui non plus, il était alcoolisé, mais il était moins ivre. Et donc il se raccompagne chez lui, ils fument un dernier joint ensemble, et au lieu de lui garder les clés, il le laisse partir. Et après, c'est le drame. Vous avez de la haine? Il n'y a pas de mots pour le... C'est tellement énorme, il n'y a pas de mots. Et vous? Il y a beaucoup de colère. Moi, depuis le début, je suis persuadé que Charlotte a rencontré le pire des comportements qu'on puisse avoir avec un véhicule aujourd'hui. Même si, malheureusement, il y a beaucoup d'autres cas en France, on n'est pas un cas isolé. Et ce serait
ce serait le cas dramatique de Charlotte, mais si c'était que son cas, c'est vraiment pas le cas, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Pour nous, c'est pas un accident de circulation, c'est un comportement inadmissible, criminel, qui a emporté notre fille ce soir-là. Alors, criminel, vous l'avez dit, justement, le procès a eu lieu 2 ans plus tard, le 2 janvier 2014. C'est la première fois que vous vous retrouviez face aux auteurs des faits. Vous avez pu les regarder? Vous avez pu croiser leur regard? J'y tenais. Qu'est-ce que vous avez lu dans ce regard? Mais j'ai compris que c'était une personne qui ne se rendait pas compte de ce qu'il avait fait. Il prenait, enfin, c'est blessant de voir un comportement pareil. Il ne nous regardait pas, lui. Il nous évitait. Il regardait ses pieds. Ils ont été retrouvés assez rapidement. Comment ont-ils pu être retrouvés aussi vite? Alors en fait, le chauffard qui a tué Charlotte, comme l'a dit Anne, était alcoolisé dans un état pitoyable, sous l'emprise de stupéfiants. Il roulait à plus de 100 km/h en ville, à un endroit où on roule à 50 km/h. Pas d'assurance, pas de permis, récidiviste. Et évidemment, le délit de fuite qui couronne, en fait, et qui finit le pédigré d'un criminel de la route, pour nous. Il a quand même osé dire qu'il avait cru renverser une poubelle lors du procès en appel. Je pense que l'état de délit de fuite de ce chauffard est presque, entre guillemets, anecdotique par rapport à ce que représente cet individu, dans toute la monstruosité qu'il a pu avoir après avoir pris son véhicule. Je pense que ce n'est pas du tout comparable avec peut-être le délit de fuite qui a entraîné qui a eu lieu avec le chauffard de Frédéric. Enfin, nous, il ne s'est pas arrêté, il n'a même pas freiné. Il a continué sa course. Il a même grillé un feu rouge. Enfin bon, là, il était dans un état... Et donc, il a nié les faits pendant 1 mois. Et par un concours de circonstances, une personne qui avait vu ses 2 complices s'alcooliser dans la boîte de nuit, toute la soirée, au passage, ils ont quand même été expulsés de la boîte de nuit fortement alcoolisés. Et la boîte de nuit leur a permis de re-rentrer pour s'alcooliser de nouveau avant de ressortir. C'est une personne qui a dénoncé le complice qui avait pris le véhicule pour se raccompagner lui-même à sa maison, parce que, comme il l'a dit lors du procès, qui aura lieu après, cette personne a préféré sauver sa vie en premier, voyant l'état du chauffard qui allait tuer Charlotte, pitoyable. Yvonne est avec nous. Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie. À la douleur du deuil et de la perte d'un enfant, qui est probablement la douleur la pire, évidemment, qu'on puisse connaître, s'ajoute cette colère, cette incompréhension. Donc, ça doit être difficile d'arriver à poursuivre sa vie dans ces conditions-là. C'est difficile, mais c'est aussi une lutte nécessaire. Sans cette lutte, vous ne pouvez pas faire le deuil qui est indescriptible, et vous vous dites c'est une sorte de vide, d'anéantissement total, d'engourdissement de tout. Vous avez l'impression, quelque part, vous aussi, d'être mort. Donc pour reprendre un petit peu le cours de la vie, et pour être toujours aux côtés de votre fille, il est nécessaire que vous repreniez dans le combat et que vous soyez dans un combat judiciaire. Ce combat judiciaire, vous retrouvez grâce à cela une énergie. Ensuite, retrouvez, bien sûr, vous dites, Stéphane, que vous n'êtes pas les seuls. Donc, se remettre ensemble dans des éléments associatifs pour combattre, pour dire plus jamais ça. On entend dans votre discours, Anne, que vous parlez de démons. Et c'est vrai que ceux qui font des délits de fuite sont souvent des multirécidivistes. Ils sont coutumiers de quoi? De la drogue, de l'alcool. Ils sont la loi. C'était le cas. Ils font la loi. Il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Et ils font la loi. Donc pour eux, rien n'est important. C'est ça. Donc ils traversent comme ça quand vous dites de poubelle, mais il n'y a aucune empathie. Et c'est ce que vous évoquez quand vous évoquez le diable. Elle a rencontré le diable. Et le diable, c'est effectivement quelqu'un qui est dénué de tout affect, de toute émotion, de tout sentiment. Et en plus, pour couronner cette horreur, ils sont souvent dans le déni. C'est pas moi. Donc ils sont dans la toute-puissance. Et vous avez raison de combattre cela. Et c'est ça qui va vous permettre
non pas d'alléger votre souffrance, de retrouver de l'énergie et de faire en sorte que cette douleur ne soit pas pour rien, qu'elle soit utile, parce que sinon, tout est absurde. Maître Gégeur, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du délit de fuite d'un point de vue juridique et judiciaire? Toute personne qui cause un accident et qui sciemment, alors qu'elle sait qu'elle a causé un accident, quelles que soient les conséquences de cet accident, que ce soit une éraflure sur un pare-choc ou pouvant aller jusqu'à l'irréversible, a l'obligation de s'arrêter. Toute personne qui ne s'arrête pas commet un délit supplémentaire par rapport à celui qui a causé l'accident, qu'on appelle un délit de fuite. Alors ce délit de fuite, il est sévèrement puni, mais comme une infraction involontaire. Et c'est tout le combat de nos amis en face de moi. Comme une infraction involontaire? Oui. Alors que ça paraît volontaire quand même de prendre la fuite. Le délit de fuite, alors je me suis mal exprimé, Sophie. Le délit de fuite, c'est une infraction volontaire. On sait sciemment qu'on a causé un accident, on s'en va. Mais il est plus sévèrement puni lorsqu'il entraîne des conséquences lourdes. Lorsqu'il entraîne des blessures supérieures à 3 mois, dont l'incapacité est supérieure à 3 mois, ou lorsqu'il entraîne un décès, au lieu d'être puni de 3 ans et de 75 000 euros d'amende, il est puni de 6 ans et 250 000 euros d'amende. Mais on reste, dans le cas qui nous occupe, sur une infraction qu'on appelle involontaire. C'est-à-dire qu'il est poursuivi pour homicide involontaire. Parce que, jusqu'à un passé récent, la jurisprudence a toujours considéré que le fait de conduire un véhicule, quel que soit l'état dans lequel on se trouvait au moment où on prend le volant, ne pouvait pas être considéré comme une volonté avérée d'exercer des violences ou de tuer quelqu'un. C'est l'homicide involontaire, c'est le drame de toutes les familles qui sont victimes directement ou indirectement de ce genre de choses, parce que pour eux, lorsque l'on est avec 2,5 grammes d'alcool dans le sang, qu'on a pris de la cocaïne, qu'on a fumé des pétards... C'est comme si on tenait une arme quand même. Eh bien, c'est tout le débat judiciaire de l'association qui a été créée par ces personnes, c'est de faire en sorte de criminaliser ce comportement. Alors, par moment, et dans des cas d'espèce très particuliers, on a réussi déjà à faire en sorte que ce comportement soit considéré non plus comme un comportement ayant involontairement entraîné des conséquences dramatiques, mais en l'ayant volontairement. C'est-à-dire que j'ai, moi, plaidé devant la cour d'assises de Colmar un dossier où un automobiliste avait poursuivi un motard pendant des kilomètres pour le balancer en dehors de la route. Il en était mort et il avait été mis en examen pour des faits de meurtre. Et finalement, l'affaire avait été requalifiée en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais ça, c'est un crime qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Donc c'est un crime lourd et il était passé aux assises. C'est un peu le combat que mènent toutes les familles de gens qui ont disparu dans ces conditions-là, justement pour faire comprendre qu'il y a une vraie responsabilité. Le fait de prendre son véhicule dans cet état-là, c'est déjà prendre une responsabilité lourde. C'est ce que vous auriez souhaité. Je refuse de croire que ma fille est morte par maladresse, par négligence. C'est des termes qu'on ne peut pas entendre, nous, en tant que parents. Vous auriez souhaité quoi? Ce sont les premiers termes de l'article de loi qui condamne les chauffards d'homicide involontaire. Ça démarre par lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention... Il est hors de question aujourd'hui d'entendre que Charlotte est décédée par inattention, maladresse ou imprudence. On ne peut pas, en tant que parent de victime, comme beaucoup d'autres parents de victimes, entendre cet article de loi. Donc, c'est un article de loi auquel on a ajouté, en 2003 notamment, je crois, les circonstances aggravantes qui le complètent. Là, pour le cas de Charlotte, il y a 6 circonstances aggravantes. Au passage, il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme. La loi en prévoyait 10 avec 2 circonstances aggravantes. Donc, on est là aussi donc complètement vous, illogique. Évidemment pas un verdict qui vous convenait. Non. Vous auriez souhaité quoi? Les peines de prison ne feront jamais revenir Charlotte. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que cet individu soit reconnu coupable d'un acte devant une cour d'assises. Ce n'est pas un délit, mais un crime. Il est hors de question qu'on accepte aujourd'hui de croire que notre fille est morte par imprudence ou maladresse. Il avait la volonté de conduire comme ça, personne ne l'a forcé de boire de l'alcool, personne ne l'a forcé à fumer des joints, personne ne l'a forcé à prendre son véhicule sans assurance, personne ne l'a forcé à conduire à plus de 100 km/h en ville en faisant d'une gincana des slaloms avant de percuter Charlotte. Donc hors de question pour nous de croire en cet article de loi vous avez fait qui appel, est complètement... Il y a un vide juridique en France aujourd'hui qu'il faut absolument revoir. Manuel Valls, notre Premier ministre, disait, alors qu'il était ministre de l'Intérieur en 2012,
à l'occasion de morts sur la route à Cannes, qu'on avait affaire à de véritables criminels de la route. Donc, eh bien, il le dit à l'Assemblée nationale. Nous attendons que dans les textes de loi, ça puisse Donc vous avez fait aboutir. appel 2 fois, je crois. Alors, les victimes, il faut savoir qu'en là, c'est aussi une aberrance en France. Les victimes ne peuvent pas faire appel d'une décision de justice. Pénale. Pénale, pardon. Voilà. C'est l'infraction pénale. Si vous voulez. L'infraction pénale. Rapidement, l'infraction pénale, elle concerne le procureur de la République qui représente la société et la défense, c'est-à-dire la personne qui est incriminée. Ce sont ces 2 personnes seulement qui ont le droit de faire appel de la décision pénale. La partie civile ne peut faire appel que des intérêts civils, c'est-à-dire des dommages et intérêts. D'où la difficulté d'être sans recours au moment d'une décision de justice sur le plan pénal quand on est partie civile. Et nous sommes donc maintenant dans un 3e grade de procès qui est un procès en cassation. Ce que vous souhaitiez. Bien sûr, ce que nous souhaitions. Et le procès a lieu quand? Il a lieu dans 1 mois, 2 mois, visiblement à la fin de l'année. Et vous allez comment aujourd'hui, tous les 2? On n'a pas le temps de penser à soi. Vous êtes on a dans nos le enfants, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de l'association, on a notre travail. On s'oublie, on ne pense plus à soi. On a parlé du chauffard, on n'a pas parlé du complice. A-t-il été condamné aussi? Il a été condamné. Et là, on remercie l'abnégation et vraiment le combat de notre avocat, qui a été l'initiateur aussi de la création de notre association. Une personne, Maître Foung à Montpellier, qui nous avions demandé à ce que le complice, il faut quand même imaginer ce complice, c'est celui qui, voyant son copain ivre-mort, prend l'initiative de prendre les clés, se raccompagne à son domicile, et alors qu'il est sauvé, remet tranquillement les clés. Notre avocat a demandé à ce que le procureur mette en examen cette personne. Il y a eu un refus du procureur qui a dit qu'on pouvait condamner moralement cette personne, mais pas pénalement. Donc nous avons provoqué, notre avocat a provoqué ce qu'on appelle une citation directe à comparaître au tribunal. Et là, cette personne a été condamnée par le tribunal de Montpellier à 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Donc c'est première en France, la personne qui ne conduisait pas, mais qui a été complice d'un drame parce qu'elle n'a rien fait pour l'empêcher, a été condamnée par le tribunal. Frédéric, une réaction à l'histoire? Eh bien, je pense que je réagirais pareil si ça avait touché un de mes enfants. Moi, je réagis différemment parce que j'ai pas de souvenirs et ça me touche moi. Et je suis assez fataliste comme personne. Et si ça avait touché un de mes enfants, je pense que je réagirais comme monsieur et madame Stéphane et Anne. C'était très important pour vous de venir témoigner aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez de notre émission? Eh bien, faire prendre conscience déjà à la personne qu'elle aurait pu s'arrêter. Et elle peut toujours se dénoncer. Et faire prendre conscience à tout le monde que ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, même moi le premier. Mais il faut assumer. Il faut s'arrêter et appeler les secours. Cette personne n'a jamais été retrouvée? Non, elle n'a jamais été retrouvée. On n'a pas de nouvelles. Donc ça fait 6 ans. Non seulement elle n'a jamais été retrouvée, mais donc elle a pris la fuite en vous laissant sur le bas-côté, sans secours. Quel sentiment ne cesse de vous animer depuis 6 ans? Un sentiment de... Je ne vais pas dire de haine, mais je suis énervé. C'est si elle avait appelé les secours, même si elle avait appelé les secours, qu'elle était partie, il serait venu et j'aurais été pris en charge dans l'heure. Que là, ça a attendu 24 heures. Ils m'ont retrouvé, mais quand ils m'ont retrouvé, j'avais tellement d'hémorragie qu'ils ont dû d'abord s'occuper des hémorragies et s'occuper de mes cervicales plus tard, 24 heures après. Donc ça diminue les chances de remarcher. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, je devais marcher et j'ai dû me faire renverser par une voiture. Moi, j'ai pas de souvenir. C'est ce que les médecins en ont conclu et vu comment on m'a retrouvé, tout ça. On vous a retrouvé comment? C'est Stéphanie et mon père qui m'ont retrouvé. À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie?
Donc en fait, à 4h30, j'allaitais ma fille. Donc à 4h30, là, dans la nuit, Eléa s'est réveillée pour l'allaitement. Et j'ai constaté, donc on était en week-end chez mes beaux-parents, parce qu'on habitait à Tours à ce moment-là. Et donc j'ai constaté que Frédéric n'était pas là. Il était 4h30, donc j'ai pas voulu paniquer parce que je me suis dit, soit je savais qu'il était avec sa sœur, soit il faisait une soirée poker et des fois elle termine tard, ou soit il était en boîte de nuit et ça fermait à 5h à ce moment-là. Donc j'ai pas voulu paniquer, j'ai allaité ma fille. J'ai quand même appelé sa sœur qui avait son portable pour voir où ils en étaient, parce que c'était le week-end de la messe huitaine du grand-père. Et comme c'était le lendemain, je voulais savoir où est-ce qu'ils en étaient pour pouvoir s'organiser le lendemain. Et pour leur faire un petit peu le moral pour qu'ils rentrent, pour avoir les yeux en face des trous, on va dire. Et du coup, sa sœur m'a appelé après 5h pour me dire qu'il était parti à pied. Donc là, j'ai pas voulu paniquer non plus. Je suis descendue en bas pour voir s'il était en train de boire un coup, être aux toilettes, ou s'il arrivait, pas de la porte. J'allumais la lumière de la cour. Tout en essayant de calmer ma fille parce que elle était très énervée. Elle voulait pas se rendormir. Je me disais que si elle se rendormait, j'allais prendre les clés de notre véhicule et aller à l'encontre de Frédéric. Et ce jour-là, il avait pris les clés. Donc, je faisais l'aller-retour, j'essayais de calmer Eléa, je m'habillais. Et mes allers-retours ont fait réveiller ma belle-mère, qui a réveillé mon beau-père. Et du coup, on a fait le chemin inverse. Il y avait 2 routes, on a choisi la petite route. À pied tous les deux? Non, en voiture. Et on a fait 200 mètres. Et là, on a vu une masse sur le sol, au loin. Et donc, j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite que c'était Frédéric. Donc, on prend le portable. On appelle les secours tout de suite. Avant même de le voir et de vous approcher? Oui. On arrive sur la victime. Mon conjoint, j'ai le secourisme aussi, ça c'est très important de l'avoir. Parce qu'on apprend à agir aussi, ça c'est très important le secourisme. Parce que beaucoup ne savent pas agir parce qu'ils n'ont pas le secourisme. Donc il y a des gens inconscients et il y a des gens qui ne savent pas agir. Vous avez eu un brevet de secouriste? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Donc vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Il était dans quel état? J'ai pas écouté le pouls parce qu'il respirait. Je ne l'ai pas touché parce que même si on apprend à faire des compressions, il avait une mare de sang autour de la tête. Donc j'ai pas compressé l'hémorragie à la tête. J'avais les secours au téléphone. Donc en fait, on essaye d'expliquer comment est la victime. Je parle de Frédéric, mais c'est la victime. On essaie d'expliquer dans quel état il est, qu'il faut agir rapidement, qu'il vienne rapidement. Mon beau-père qui est là, qui est en panique. Il était conscient, Frédéric? Non. Vous lui parliez, il ne répondait pas? Non. Non, il répondait pas. Il respirait, mais on voyait l'état. Hein. On voyait qu'il était dans un sale état. C'était à 2 doigts. Donc les pompiers, enfin les secours sont arrivés? Combien de temps après l'accident, en fait? Vous étiez resté combien de temps dans cet état-là? Moi, je pense une bonne heure. Moi, je calcule. Je suis parti à 4h30. Ouais. Voilà, pour rentrer, il me faut à peu près une demi-heure, parce que je l'avais déjà fait à pied. Et, ils sont arrivés à quelle heure, les pompiers? À 6h20. Là, j'ai trouvé Frédéric à 6h20, parce que on n'a pas envie de paniquer, on n'a pas envie de faire la conjointe qui panique, on fait confiance. Et du coup, le temps, on ne voit pas en fait. Entre 4h30 et 6h20, le temps de l'action, voilà, on ne sait pas ce qui se passe aussi. Donc, et à 6h20, là, Donc, vous êtes parti à l'hôpital, vous avez supporté le voyage en ambulance?
Donc il est resté longtemps sur les lieux, hein, au moins jusqu'à 20h. Pardon, 9h. Il est resté sur les lieux pour la prise en charge avec le SAMU jusqu'à 9h. Parce qu'il n'était pas transportable. Arrêt cardiaque, ouais. Un arrêt cardiaque, il y avait trop d'hémorragie. Ils l'ont transfusé sur les lieux. Et du coup, après, ils l'ont transporté en ambulance jusqu'à l'hôpital d'Avranches, aux urgences. Et après, il a été transféré par hélico à Caen, au CHU de Caen. L'enquête a démarré tout de suite, j'imagine. Oui. Il y avait des traces de pneus, Pas de des traces débris. Pas de débris, pas de traces de freinage, une roue boueuse, pas d'éléments, rien. À quel moment vous avez appris que vous ne pourriez plus marcher? À la sortie du coma, Stéphanie m'a dit ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit que j'étais devenu tétraplégique, donc j'ai compris aussitôt. Comment vous avez réagi? Vu que j'étais sous morphine, je me rappelle pas de tout. Mais je crois que j'ai dû lui dire qu'il fallait arrêter parce qu'en fait c'était mon deuxième accident. J'avais déjà eu un accident en 99 où j'étais déjà tombé dans le coma. Donc là j'ai dit ça sert à rien de s'acharner, débrancher tout. Puis je lui ai dit de refaire sa vie, quoi. Et après... Comment vous avez réagi, Stéphanie? Alors là, on fonce. Moi, je lui ai dit clairement que j'étais avec lui, qu'on avait construit un cocon, qu'on avait nos 2 enfants et qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il se batte. Voilà. À quel point votre vie a-t-elle changé depuis cet accident? Eh ben, l'handicap, ça a tout changé. Ben, que ce soit notre vie avant de à Tours, on a dû tout changer, revenir en Normandie, près de la famille. Enfin, c'est Stéphanie qui a organisé tout ça. Et après, notre vie, elle a changé complètement, parce qu'il y a le handicap, avant, il n'y avait pas. Maintenant, il faut faire avec. Donc, faut Et puis en avancer. plus, il n'y a pas de prise en charge financière, il n'y a pas d'assurance, puisqu'il n'y a pas de coupable. Au début, on ne sait pas comment faire, et heureusement, on a une avocate qui nous a aidés et qui a fait jouer le fonds de garantie. Donc, heureusement, on a des aides. Ça a mis des années quand même. Ouais. Ça fait 6 Mais ans. au début, on ne sait pas comment on va faire. Alors, pour mieux se rendre compte à quoi ressemble votre vie depuis l'accident, nous sommes venus passer une journée avec vous dans la Manche. On va regarder ce reportage et puis on vous retrouve après. Je m'appelle Frédéric, j'habite à Ducé dans la Manche. Ma vie a basculé le 8 mars 2009. Je me suis fait renverser et on m'a laissé pour mort sur le bord de la route. Et depuis, je suis devenu tétraplégique. C'est ici qu'on m'a retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche. Je rentrais chez mes parents qui habitent à 200-300 mètres. Par rapport à cet accident, je suis assez fataliste. Je me dis que c'est arrivé et on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est comme ça, et voilà. Maintenant, la vie continue, il faut faire avec. J'ai dû adapter ma vie à mon handicap. Ma voiture contribue énormément à mon autonomie. Pouvoir me déplacer, faire tout ce que je veux, emmener mes enfants à droite, à gauche, puis être enfermé chez moi. Salut. Je suis le papa de Thibaut, 10 ans, et Léa, 7 ans. Les loulous, venez mettre la table. Stéphanie se bat à mes côtés depuis le début. Donc t'emmènes au foot cet après-midi? Pour elle et pour moi, je veux m'impliquer dans la vie quotidienne, même s'il y a souvent des aléas. T'appelles les enfants? On est une famille normale, tous les 4, on s'aime et on avance. Mais c'est vrai qu'en général, quand je vois les différents couples, les différentes vies familiales, je me dis que nous, on n'est pas pareil, quoi. J'ai beaucoup de rage parce que on est mis face à cet accident, même si ça fait 6 ans, on est face tous les jours. Tout au fond de De ton. lagon. M'occuper de mes enfants, c'est naturel. J'essaie d'être un papa comme les autres, malgré mon handicap. Si tu hésites, tu me l'épelles, d'accord?
Vu que je suis là, je passe beaucoup de temps avec eux. Pour moi, ils représentent tout. Ils passent avant tout. Cet après-midi, Thibaut a l'entraînement de foot. L'occasion pour moi de lui montrer que je suis présent. Moi, j'ai fait une dizaine d'années de foot, donc je suis content de voir mon fils en faire. Et, donc j'ai eu mon accident, moi il allait avoir 4 ans, mais on jouait comme un pot au ballon tous les deux ensemble. Moi aussi, des fois, je meurs d'envie, c'est d'aller prendre un ballon et jouer avec mon fils, quoi. Et je peux pas. Et des fois, on joue, je lui lance la balle à la main, mais j'ai pas de force dans les bras, donc ça va pas bien loin. Lui, pour me faire plaisir, il joue avec moi, mais moi, ça me convient pas, quoi. Vous avez raison de nous applaudir. Et c'est vrai, vous avez raison de vous applaudir. On a l'impression que vous faites tout ce que vous pouvez pour rester le plus autonome possible et pour. Ouais, dans les limites du possible. Et pour que votre vie change le moins possible. Hein, Frédéric surtout pour les enfants. Ouais. Ça motive. Et votre couple, comment va-t-il votre couple? Il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas avec le handicap. C'est pas évident tous les jours. Est-ce qu'il y a des sujets tabous encore autour de... Entre nous, non, on a toujours parlé de tout, sans problème. Y compris de votre accident, de votre handicap? Ouais. Mais ça a brisé quelque chose. On n'a pas le même parcours, du coup. Depuis 6 ans, on vit 2 vies parallèles. On vit pas... Pas le même rythme. On vit pas la même chose. Enfin, moi, je me focalise pas sur le délit de fuite, parce que j'ai pas de souvenir. Je suis plus sur le handicap, à me dire, faut que j'avance. Et puis, comme j'ai personne, je sais pas qui c'est, j'y pense pas. Que Stéphanie, elle a toutes les images, elle m'a retrouvé, elle a tout. Donc, elle est focalisée là-dessus. Déjà, Frédéric, il y a une forme d'amnésie qui lui a permis de s'adapter plus facilement. C'est-à-dire comme si le corps avait besoin de cette perte de mémoire pour avancer. Donc vous avez été toujours dans l'action pour faire en sorte que vos handicaps ne soient pas un poids pour votre entourage. Non, voilà. On le voit, vous êtes toujours dans une forme de dynamisme et d'autonomie, comme le dit Sophie. En revanche, je crois que le plus douloureux, paradoxalement, c'est Stéphanie. Stéphanie, vous êtes vraiment victime de ce qu'on appelle la position du stress post-traumatique. Vous avez toujours ces images qui reviennent et c'est vous qui êtes habité par un désir de vengeance parce que la personne n'est pas là, vous n'avez pas pu l'identifier. Donc vous devez osciller entre des postures de colère, d'incompréhension, de dépression, pas de dépression, mais de désarroi, de peine et en même temps d'activité. Donc toutes ces émotions se bousculent dans votre tête et c'est plus dur pour vous paradoxalement parce qu'on voit dans votre récit que vous n'oubliez aucune minute. Vous avez les minutes en tête. Donc la scène peut revenir en boucle chez vous. C'est-à-dire ce corps que vous avez vu qui était votre époux, que vous évoquez la victime. Et aussi, peut-être dans un premier temps, je pense que vous êtes au-delà, mais vous avez dû assumer la fonction d'infirmière. Donc pour votre couple, c'était pas évident. Vous avez dû le soigner, vous avez dû... Et vous avez peut-être un peu régressé. Donc le couple a dû retrouver de nouveaux repères. Ouais, c'était ça. Au tout début de l'accident. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est ça. Au tout début de l'accident, c'était ça. Là, moins, parce que... Avec le temps qui passe, je retrouve de plus en plus d'autonomie, mais au tout début, moi, c'était ça. J'avais encore dans la souffrance, pardon. J'avais une multitude de casquettes, en fait, à gérer. Je faisais je disais ça, le rôle de l'homme et de la femme en même temps, en fait, à faire assistante sociale, infirmière, femme, mère. Dans le combat. Dans le combat, à gérer. Tout ce qui est déménagement, réaménagement parce que en fait, on a déménagé, on a vécu à 7 dans une maison pendant 2 mois, le temps qu'il soit à l'hôpital en centre et hôpital et centre, et retrouver une maison, donc réaménager la maison. Tout en étant au chevet de mon conjoint, constamment. Est-ce que ça a nuit à votre intimité de couple? Ouais. À votre complicité de couple? Est-ce que vous êtes parvenu à vous retrouver en tant que couple, mari et femme? On a plus une complicité... On se connaît par cœur. Ouais, on se connaît par cœur.
On est sur les mêmes objectifs. Par cœur, mais vous me disiez que vous aviez évolué différemment dans cette situation-là. Est-ce que ça veut dire que ça vous a éloigné? Physiquement, oui. Ouais, physiquement. oui. Physiquement, Après, moi, je crois que je me suis oubliée, en fait, pendant 6 ans. Hein. Oui, oui. Je me suis oubliée et j'ai besoin de me reconstruire. Et je me suis reconstruite. Hein. J'ai retrouvé une vie professionnelle, j'ai fait une reconversion, j'ai des avancées sur tout ce que j'avais depuis 6 ans. On a l'impression qu'effectivement, vous vous baissez les bras. C'est comme si vous avez donné un maximum de j'ai vie. donné tout. Oui. Et là, quoi? Comme une sorte de vide maintenant. Donc je crois J'ai besoin de me retrouver, moi. Oui. Mon parcours personnel, pour nous retrouver, nous aussi. Comment elle peut se retrouver, Yvonne? En étant plus tendre physiquement l'un avec l'autre. Parce que c'est vrai que quand on a un handicap et un traumatisme tel, la sexualité est mise à rude épreuve. Pour être très clair, je pense qu'il faudrait vous retrouver avec des moments d'intimité presque physique, de douceur, de toucher, et ne plus intellectualiser trop votre souffrance, mais la toucher, la vivre, et être l'un avec l'autre avec plus de douceur. Et est-ce que c'est au point de vous interroger sur l'avenir, votre avenir ensemble ou pas? Vous posez des questions là-dessus? Est-ce que vous vous êtes autorisé aujourd'hui peut-être à imaginer un avenir l'un sans l'autre? Oui et non. oui et non. C'est vrai que j'y pense pas trop. Je me vois pas. Ça, c'est une réponse de Normand. Vous n'êtes pas Normand, vous, tous les deux, là? Si. Mais il ne faut pas que le handicap soit le tiers entre vous. C'est comme si c'était ce handicap qui vous séparait. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que le handicap est là. Néanmoins, on peut passer outre. On peut trouver des solutions qu'on appelle un peu la sublimation. Vous pouvez faire des choses ensemble malgré le handicap. Il ne faut pas que le handicap ait raison de votre couple. Après, je pense pas que ce soit... Il y a le handicap un peu, mais je pense pas que ce soit ça le principal. C'est plus qu'on vit pas la même chose qui a cassé. Elle est plus sur le délit de fuite, enfin à retrouver la personne. Et moi, je suis plus, j'y pense pas. Je suis plus avancé tous les jours. Faut la vie continue. Moi, j'ai eu un verdict. Voilà, moi j'ai eu un verdict que je remarcherai pas, donc je me suis fait une raison. Oui, mais comment on peut faire en sorte d'être à nouveau... Est-ce que c'est possible d'être à nouveau sur la même longueur d'onde? Oui, je crois que Stéphanie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment habitée par cette scène traumatique et par ce délit de fuite. Donc, est-ce que vous vous faites aider là-dessus? Parce qu'il y a des moyens aussi, Yvonne, d'évacuer un choc traumatique. Oui, il y a des nouvelles thérapies, il y a le MDR, et il y a le fait d'en parler avec d'autres personnes, parce que je crois que comme votre mari, finalement, lutte et c'est sa priorité, vous n'osez pas surajouter, donc surimprimer votre désarroi par rapport à son handicap. Mais en plus, dans une scène traumatique, quand il y a un délit de fuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes hanté par cette personne. Je pense que vous êtes en train de chercher, mais ça pourrait être lui, ça pourrait être lui. Il y a une forme finalement d'obsession et de rumination, et vous avez peur d'être face à face un jour avec lui ou vous le recherchez. Donc ça nuit à votre, je dirais presque, équilibre émotionnel. Je crois qu'il faut passer par un tiers et en parler avec un tiers. Anne, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous vois réagir. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Vous vous êtes fait aider, vous? Oui, au début. Mais malheureusement, quand on est victime, tous les frais sont... Pour nous, on n'a personne pour nous aider. Ouais. Justement, c'est un aspect intéressant à soulever, le fait que financièrement, ils n'ont pas été aidés puisqu'il n'y avait pas de coupable. Bon, alors justement, il faut savoir que depuis la loi Badinter et 1985, il a été créé ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile, c'est-à-dire que chaque fois que vous payez une assurance, quelle qu'elle soit, il y a une toute petite partie de cette assurance qui va dans un pot commun qu'on appelle le fonds de garantie, qui a justement été créé pour indemniser au départ les victimes d'accidents de la circulation lorsque le tiers responsable n'était pas assuré ou lorsqu'il n'était pas connu. Donc ce fonds de garantie prend en charge les conséquences de l'accident sur le plan corporel. Donc il n'y a pas de difficulté normalement à cette prise en charge. Alors quand je dis il n'y a pas de difficulté, évidemment c'est long, c'est un petit peu compliqué. Là on parle de l'aspect matériel, oui. Mais l'aspect psychologique aide des victimes, je peux vous garantir qu'en France on est certainement un des pays les plus en retard sur l'aide directe aux victimes dans les instants même où se passe l'accident. Curieusement, alors que la France est capable de mobiliser une escouade de psychologues quand il y a un train qui déraille ou quand il y a un avion qui se casse la figure,
on n'est pas capable de mettre en place des cellules susceptibles d'aider les gens qui individuellement souffrent et qui ont des souffrances au moins aussi importantes que celles-là. On est seul, extrêmement seul. Il faut savoir que le fonds de garantie est capable aussi d'allouer des sommes au titre de ce qu'ils appellent le préjudice moral, ce qui permet quand même de faire prendre en charge a posteriori des soins. Mais tout ça, c'est long, c'est compliqué. Fin des procédures, on est obligé d'avancer l'argent, nous, en tant que victimes. Vous avez touché une somme d'argent, vous? Oui, on a le fonds de garantie, nous a versé. Et là, j'ai fait l'expertise il n'y a pas longtemps, l'expertise finale. Donc c'est en délibéré. Là. Donc j'imagine, Stéphanie, que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi, certes, pour évoquer tous ces sujets, pour briser peut-être des tabous encore, et puis pour surtout qu'on puisse un jour peut-être retrouver le coupable. Vous aimeriez dire quoi en étant sur notre plateau à ce coupable qui nous regarderait peut-être aujourd'hui? Qu'elle assume, même si ça fait 6 ans, hein, tout le monde. Qu'elle assume, vous avez dit? Qu'elle assume. La personne. Voilà. Qu'elle avance, quoi. Qu'elle aille se diriger vers les autorités. Qu'elle aille dire la vérité, qu'elle arrête de nous manquer de respect. Vous habitez dans un petit village, donc vous imaginez peut-être la croiser, cette personne? Je pense que... Donc il doit y avoir de la paranoïa, parce que j'imagine que chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous vous posez cette question. On peut peut-être aider cette personne à faire face à ses responsabilités. Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous le savez, mais les faits sur le plan pénal sont prescrits, puisqu'il y a plus de 3 ans qui se sont écoulés. Donc je veux dire, aujourd'hui, si cette personne vient faire face à ses responsabilités, c'est simplement pour vous dire, voilà, c'est pas une personne inconnue, c'est moi. Et ensuite, ça sera des conséquences sur le plan, j'allais dire, indemnitaire, qui concernent ses assureurs. Donc vraiment, il n'y a pas de... Ça, et puis elle soulagera psychologiquement. C'est-à-dire que sans prendre, pardon d'utiliser ce terme, mais pour bien comprendre, sans prendre de risques majeurs sur son avenir, parce qu'il n'y en a plus, il pourrait au moins aujourd'hui vous dire, oui, c'est moi. Parce que ça permettrait à vous, Stéphanie, je pense, d'avancer. De répondre aux enfants. Notre garçon n'a jamais posé de questions, mais notre fille, ça arrive de temps en temps, hein, c'est qui t'a fait ça? On ne sait pas. Qu'est-ce qui vous avait aidé, Frédéric, à choisir d'aller de l'avant et de... Qu'est-ce qui m'a aidé? Les enfants, mais surtout les enfants, parce que j'aurais été tout seul, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais là j'avais 2 enfants, Stéphanie. Et donc, psychologiquement quand on m'a dit que j'en marcherais plus, ça a été dur. J'ai mis pas trop longtemps à l'accepter. Mais après, je me suis fait une raison, quoi. Je me suis dit, il faut que j'aille de l'avant, il faut que la vie continue. J'ai des enfants, il y a Stéphanie. En préparant l'émission, vous nous avez dit quelque chose qui nous a fait plaisir. Oui. Parce que vous nous avez confié que c'est aussi en regardant l'une de nos émissions. Ah oui. Ouais, c'est... alors, je sais plus, c'est un monsieur... je ne regarde pas l'émission spécialement, mais je suis tombé dessus par hasard. C'est un monsieur complètement défiguré. Oui. Par un ours. Je sais par plus. Un animal, oui. Pascal qui s'est fait défigurer par un ours. Ouais. Et il a dit, je crois que c'est quand il s'est vu dans le miroir ou quelque chose, il l'a accepté. Moi, c'est ça en quelque sorte. Vu que j'ai pas de souvenirs et tout, je l'ai accepté et puis j'avais le verdict. Donc, Alors, vous avez donc été aidé par votre femme, par vos enfants, et puis votre situation a ému l'équipe du personnel soignant du CHU de Caen. Et je crois que vous gardez un souvenir particulièrement de l'un de ces soignants. De qui s'agit-il? Greg, il faisait ses études. Oui, il était stagiaire, infirmier stagiaire en réanimation au CHU de Caen, dans un service à côté, en fait. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, mais on n'avait pas vraiment de lien. Et en fait, comme je suis arrivé et que je suis de Ducé, lui aussi, tout de suite, ça a lié quelque chose. Il était tout le temps là et ça a créé une amitié. Donc voilà, ça fait quelques mois qu'on ne l'a pas vu. Mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Il est là. Grégory. Tu n'es pas au boulot, là? Non, tu me fais sécher. Oui, puisque finalement, pourquoi vous avez choisi de venir? Pourquoi j'ai voulu venir? Parce que pour moi, c'est important d'être là. Pour quelle raison?
pour eux. Depuis le départ, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a touché dans la personnalité de Frédéric? Ça a toujours été un battant, en fait. Hein. Toujours. Il a un parcours difficile. Comme il vous a dit tout à l'heure, il a déjà eu un accident il y a 15 ans, un autre il y a 5 ans, 6 ans, donc effectivement, c'est un battant. Qu'est-ce qui vous a le plus révolté dans son histoire? En fait, moi je pars du principe que renverser quelqu'un, ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, à un moment d'inattention, quelqu'un qui traverse de façon inopinée, ça peut arriver à n'importe qui. Par contre, comme vous disiez tout à l'heure, ne pas s'arrêter, ne pas porter secours, c'est un crime, concrètement. Voilà. Donc, moi, ce qui m'a révolté, c'est cette injustice. Frédéric, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il est resté 1 heure, 1 heure et demie dans un bain de sang. Et donc, il n'a pas pu être transporté, soigné à temps. Donc, d'où aujourd'hui ces problèmes. Voilà. Vous les aidez beaucoup aujourd'hui, au quotidien? Alors aujourd'hui, un peu moins, parce que je suis énormément pris par ma formation de femme anesthésiste. Mais c'est vrai que pendant 5 ans, c'était pour moi quasiment, j'avais mon métier d'infirmier, et puis j'avais l'association qui me prenait beaucoup de temps, mais avec beaucoup de cœur, donc c'est pas un problème. Alors, nous avons retrouvé les images de votre passage au journal télévisé, quand vous les aidiez dans ce combat. On va regarder. Ouais, je suis d'acteur. Je trouve pas les mots pour trouver cet acte. C'est inimaginable, lamentable. Ce que vous expliquez bien, c'est que vous ne voulez pas faire justice vous-même, et la gendarmerie vous épaule et vous soutient. On veut simplement qu'il assume ses actes, qu'il soit retrouvé, le mieux qu'il se dénonce tout seul. Ce qu'on veut, c'est qu'il assume et qu'il soit jugé. Mais avant tout, ce qu'on veut surtout, c'est que Fred s'en sorte, revienne parmi nous en bonne santé. Et ça va être très très long. Il est en un sale état. Vous vous investissez tout le temps à ce point-là? Vous faites ça pour tous les malades? Non. Que pour Fred. En fait, être infirmier, il faut être empathique et il faut donner de soi, mais il faut aussi avoir de la distance, parce que sinon, on ne tient pas moralement. C'est un métier qui est très prenant. Non, là, c'est parce que c'est Fred, quoi. Voilà, c'est Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Fred, comme vous dites aujourd'hui? Aujourd'hui, que je suis content de le voir, déjà. Je suis admiratif de la manière dont il peut combattre et affronter la vie. Et puis, je dirais que je l'aime, simplement, quoi. Voilà. C'est le principal. En 2013, vous avez donc créé une association. Non, c'est vous qui avez créé une association, mais vous aussi, vous avez créé une association? Oui, c'était quasiment au début, vous l'avez créé. Nous, en fait, ça a été un cheminement, en fait. Donc, on n'a jamais accepté, famille et proches, de cette injustice. Donc, rapidement, on s'est... Dans la salle d'attente de la réanimation, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on agisse, qu'on ne peut pas rester comme ça. On a voulu faire j'ai vu tout à l'heure la fiche d'appel à témoins. Puis après, j'ai été la porte à France 3. Donc là, d'où le fait d'être passé sur le journal télévisé. Et puis ensuite, suite à ce passage-là, on avait un groupe Facebook qui a renversé Fred, qui a été créé par la sœur de Stéphanie. Et donc, en l'espace de 24 heures, on est passé de 800 membres à 4000. Donc, on s'est senti énormément soutenu. Et après, on a décidé de faire une marche blanche. La marche blanche, on l'a organisée avec les élus locaux. Et puis, suite à ça, en fait, on a récolté des fonds, on avait nos idées qu'on revendiquait. On s'est dit, il faut créer une association et il faut défendre... Il faut défendre Fred, quoi. Voilà. Alors, c'est un point commun, vous avez, et c'est ce que disait Yvonne tout à l'heure, créer une association, c'est un moyen de mieux combattre et de s'accrocher à la vie. Voilà. Et de supprimer sa douleur, parce qu'il faut la transcender, sinon elle est complètement inutile et elle ne sert à rien. De donner un sens. Ça donne un sens. À la disparition d'un ange, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu rendre hommage à cet ange, justement, c'est Morgane. On va lui demander de venir nous rejoindre. Morgane, qui était
l'une des meilleures amies de Charlotte. Oui. De Charlotte. Vous vous connaissiez depuis combien de temps toutes les deux? Depuis la seconde, on s'est rencontrés au lycée et ça fait 5 ans maintenant. Enfin, ça faisait 5 ans. Voilà. Donc c'était une complicité totale entre vous? Oui. Vous racontiez tout? Vous étiez sa confidente? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'était dans les deux sens, quoi. Vous teniez, par votre présence aujourd'hui, à lui rendre hommage. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Charlotte? Charlotte, c'était quelqu'un de, comme elle l'a dit Anne tout à l'heure, de très sociable. Et c'est vrai que je pense que grâce à elle, j'ai vraiment pu avoir toutes les amitiés que j'ai à présent. Elle m'a permis de rencontrer tous mes amis parce que j'étais un peu timide, on va dire. Et c'est pour ça je la remercie pour tout ça. Quel souvenir vous gardez d'elle? Son sourire, ses joues rouges, des journées à la BU à réviser, journées à la plage, plein de choses. C'est important pour vous? On remercie énormément notre famille, évidemment, mais aussi beaucoup les amis de Charlotte qui ont été présents. Et qui le sont toujours. Dès le décès de Charlotte et qui nous ont aidés à avancer. À avancer, voilà. Et à nous dire que notre fille, c'était quelqu'un. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat, parce qu'elle avait... C'était quelqu'un de spécial. Je sais pas, forcément quand c'est nos enfants, on les trouve toujours les plus beaux, les plus... Mais elle avait... Ouais, ça se voit, hein. Il suffit de la regarder. Vous ressemblez, hein. Oui. Hein J'imagine que ça a changé aussi beaucoup de choses dans votre manière de vivre, que vous avez dû faire peut-être un tri dans votre entourage. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte des vraies amitiés. C'est pas vraiment un tri, disons qu'on n'a plus le temps. On passe plus... Là, c'est vrai que l'association nous prend beaucoup de temps. C'est pas facile pour nous. Et c'est pas facile aussi pour nos amis. C'est pas non plus facile pour eux. Ils savent pas comment nous aborder. Je posais cette question à Frédéric et Stéphanie sur le couple. Tout à l'heure, vous nous avez répondu, vous nous avez dit que c'est vos enfants et le combat qui étaient les priorités. Mais vous deux, est-ce que vous avez su évoluer ensemble face à la douleur ? Est-ce que vous avez su partager? Est-ce que vous avez su vous épauler? Ou c'est un sujet qui reste tabou entre vous, la douleur et la peine? Effectivement, le premier combat, c'est le combat pour rendre hommage à Charlotte, l'unité de la famille à travers nos deux enfants. Notre cas est extrêmement difficile, mais vous pouvez croire qu'il y en a des encore plus compliqués que les nôtres. Des gens qui ont perdu leur seul enfant. Non, vous ne répondez pas à ma question. Décidément, vous pensez aux autres, aux enfants, vous ne répondez pas. Mais... Donc ça me laisse on est complices. Supposer la réponse. Parce que vous parliez de vos amis, ils ont du mal peut-être à savoir comment se comporter avec vous, ce qu'il faut vous dire. C'est ça. C'est les mots. On se met à leur place aussi de ne pas savoir quelle réaction avoir envers nous. Définitivement, vous pensez aux autres, hein. Pas trop à vous. C'est Charlotte. Comme tous les gens qui souffrent. Oui, la souffrance est tellement omniprésente et elle se manifeste toujours différemment. Pour Anne, c'est vraiment les pleurs, l'action, combler un vide absolument. Pour Stéphane, c'est beaucoup plus pensé, structuré. Et donc c'est parfois difficile de se retrouver, c'est vrai. L'homme et la femme ont des réactions différentes. Bien. Ah mais oui. Alors Anne, c'est-vous que nos téléspectateurs pourront retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une Histoire. Ils auront la possibilité de vous poser toutes les questions. N'oubliez pas le hashtag Toute une Histoire si vous voulez commenter l'émission sur Twitter ou sur Facebook. Merci à tous d'être venus nous voir. Bon courage pour la vie, la vie au quotidien. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une Histoire dans version féminade ce week-end. Et puis, on va se quitter sur des images de Charlotte parce qu'on avait envie de lui rendre hommage. Et on voulait surtout dire qu'on ne veut pas rester dans la tristesse, on veut avancer. On veut penser... la vie, elle est belle, il faut continuer. On a des enfants, on a des amis. Il faut continuer à se battre. Merci beaucoup. Merci.
that you settled down, that you found a girl in you. Bientôt, au programme de Toute une histoire. Je suis inscrite depuis 15 minutes. J'ai déjà une affinité avec quelqu'un, une discussion et peut-être une possibilité de rencontre. Donc ça va extrêmement vite. Les déçus de l'amour, version 2.0. J'ai eu l'impression de découvrir, grâce au net, les gens tels qu'ils sont vraiment dans leur aspect le plus névrotique. Taille, poids, correct, je ne pensais même pas mentir parce que je ne pensais pas qu'en face on pouvait me mentir. Je rencontre un garçon qui me plaît beaucoup. Par contre, il veut pas de moi. Je suis une parmi d'autres et en fait, le lendemain, il m'a déjà oublié, quoi. Et une enquête de la rédaction pour comprendre comment ça se passe une fois qu'on est en ligne. On trouve maintenant des milliers de sites. Il y en a pour tous les goûts, des plus classiques aux plus branchés. On nous propose des profils qui sont de plus en plus en mesure de nous faire croire que ça va matcher. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus.